Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce lundi 9 janvier. Je vous propose de voir tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Jusqu'au 20 de ce mois, plus de 30 000 salariés des très petites entreprises de l'archipel sont appelés à choisir leurs représentants. Des élections toujours aussi mal organisées alors que les TPE sont largement majoritaires. La visite de la secrétaire d'État à la ville est l'occasion de se pencher sur le projet d'écoquartier de Mornalo, baptisé Cœur de Grippon, et doit permettre d'améliorer le cadre de vie des Mornaliens tout en respectant l'environnement. À cause de préjugés, les personnes porteuses de handicap ont bien du mal à trouver un emploi en Guadeloupe. Rencontre avec un chef d'entreprise qui donne l'exemple. Le journal Roni Nabal. Jusqu'au 20 janvier, les salariés des très petites entreprises de Guadeloupe sont appelés à élire leurs représentants syndicaux. Avec cette élection syndicale TPE, les employés des entreprises de moins de 11 salariés pourront être représentés lors des négociations concernant leurs conditions de travail. Cette élection permettra également de désigner les salariés qui siégeront dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ainsi que les conseillers prud'homaux. Une élection importante donc pour les différents syndicats de l'archipel, car elle déterminera la représentativité globale de ces syndicats. Joël Saint-Silly a rencontré à ce sujet deux leaders syndicaux emblématiques de Guadeloupe. Reportage. Après 2012, c'est la deuxième fois dans l'histoire du droit social que les employés des entreprises de moins de 11 salariés peuvent choisir l'organisation syndicale qui les représentera au sein des instances paritaires. Une prérogative pour les salariés des TPE qui découle tout droit de la loi sur la modernisation du dialogue social. C'est important pour les travailleurs de voter parce que ça va permettre de désigner les représentants syndicaux qui siègent dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour défendre les lois sur les rémunérations, sur les congés, sur la formation professionnelle, mais également négocier des accords d'entreprise, négocier des accords de branche, négocier des conventions collectives pour améliorer les conditions de travail et conditions de rémunération, etc., etc., dans les entreprises. Il faut savoir que tout travailleur, c'est travailleur. Qui travaille dans un établissement qui n'a plus de 50 salariés ou qui n'a plus de 10 salariés, mais aussi l'autre travaille dans qui n'a moins de 10 salariés ou sont salariés comme tout le monde. Une vraie avancée pour les salariés des TPE en termes de protection du droit du travail, mais aussi un moyen efficace d'évaluer la représentativité des organisations syndicales. Et en même temps, ça va permettre d'évaluer la représentativité dans les différents secteurs d'activité, représentativité qui est importante pour siéger dans un certain nombre d'instances, mais également ça va permettre ça peut servir de base pour désigner les juges prud'hommes dans quelques mois. Une évolution dans l'accompagnement des salariés des très petites entreprises, avec tout de même un bémol quant à l'organisation du scrutin. Les élections de 2012 ont constitué, selon les organisations syndicales, un test avec de gros couacs dans l'organisation. En 2017, les difficultés demeurent. Même bitin là, puisque la preuve, au départ, l'élection a été prévue entre le 28 novembre et le 13 décembre. Eh bien, je dis là, il entrait le 30 décembre et jusqu'au 20 janvier pour nous en Outre-mer. Donc, on a senti ni bitin bakaille, ni des travailleurs nous demandé que nous connaissons qui travaillent dans des petites entreprises, il y a des gens pour recevoir bon papier, pour un hack. Donc, ça a prouvé qu'il y a un problème. Et aussi le problème d'adressage. Parce que la direction du travail, ben, nous, un document où il n'y a pas assez de travail avec adresse à eux, eh bien, ça ne va pas correspondre du tout. Et ça, c'est un problème. En Guadeloupe, plus de 80% des entreprises ont moins de 10 salariés. On estime à près de 33 000 le nombre de salariés inscrits pour ces élections professionnelles, tous secteurs d'activité confondus, à l'exception des secteurs agricoles et administratifs. 2 possibilités de vote, par Internet ou par correspondance, date limite du scrutin pour la Guadeloupe, le 20 janvier. Hélène Geoffroy, secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la ville, est en Guadeloupe depuis hier
pour une visite de 4 jours après une déambulation dans le bourg de la commune de Moule. Puis une visite de la RHI de Sergent. Hélène Geoffroy s'est rendue dans celle voisine de Morne-à-l'Eau cet après-midi. Elle a parlé de transition numérique, a inauguré le premier point Wi-Fi de la commune en libre accès et a été faite citoyenne d'honneur de Morne-à-l'Eau. Mais l'autre axe de la visite du secrétaire d'État concernait le projet d'écoquartier porté par la ville de Morne-à-l'Eau, un projet qui se dessine progressivement. Reportage à Grippon signé Muriel Barlagne. L'équipe municipale de Morne-à-l'Eau n'avait que quelques minutes pour présenter son projet d'écoquartier à Hélène Geoffroy, la secrétaire d'État auprès du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la ville. Nommé Cœur de Grippon, ce projet qui concerne le centre-bourg et le quartier de Diado vise à renouveler la ville sur elle-même dans une logique de développement durable. Plutôt que de construire sur les terrains naturels et les espaces inhabités, il s'agit de réinvestir les dents creuses. Démolir pour reconstruire ou réhabiliter les quelques 200 maisons abandonnées répertoriées, mais pas seulement. Environ 240 à 250 logements neufs sont prévus dans cette opération, dont plus de 20% destinés aux personnes âgées dans les espaces les plus centraux de la ville. Ça représente également plusieurs milliers de mètres carrés d'équipements publics, la bibliothèque, salle de spectacle, et également un pôle d'activité au bord du canal des Retours pour développer l'écotourisme qui est un thème très cher à la commune. Ce projet ambitieux, aux multiples volets, envisage aussi le développement de nouveaux modes de déplacement. Il s'agira de rendre la ville plus accessible aux piétons et cyclistes, en prévoyant un stationnement à la périphérie du bourg. Le maire a déjà signé la charte et obtenu le label écoquartier. Il se donne 5 ans pour réaliser ce projet et trouver les financements nécessaires. Nous avons déjà 2 millions d'euros qui ont été proposés par la ministre Ségolène Royal. Nous allons commencer avec cet argent-là, avec le complément de la région, du conseil départemental et la part communale, bien entendu, mais nous allons travailler avec l'État pour améliorer les conditions de vie de cette population. Un dossier a été justement remis à la secrétaire d'État afin de solliciter la participation financière de son ministère. Elle a promis de se montrer attentive à cette demande. Je peux regarder avec les services de l'État ici et Monsieur le Préfet la façon dont les équipements peuvent être éventuellement accompagnés sur la durée, puisqu'ils sont nombreux à vouloir mise en place pour les seniors, la médiathèque, un équipement culturel. Et on sait que cela nécessite des moyens financiers et c'est aussi faire le lien quand on est ministre en charge de la ville, on travaille avec tous les autres ministères, c'est faire du lien aussi avec les autres ministères qui pourront accompagner la politique de développement du cœur de Grippon et de Morne-à-l'Eau dans son ensemble. Avec cette réalisation, l'équipe municipale cherche à améliorer les conditions de vie dans la commune, augmenter la démographie du bourg en attirant notamment les jeunes entrepreneurs, mais dans le respect de la nature environnante. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en Guyane puis en Colombie où un Américain a été arrêté alors qu'il tentait de passer de l'argent sale, notamment dans son estomac. Mais tout de suite, direction la République d'Haïti. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Comme son prédécesseur élu, Michel Martelly, Jovenel Moïse l'avait dit lors de sa campagne électorale, Haïti doit avoir sa propre armée. À quelques semaines de son entrée en fonction, le nouveau président haïtien doit faire face à un premier accroc puisque les États-Unis ont fait savoir qu'ils ne financeraient pas ce projet. C'est en tout cas le point de vue de l'ancien ambassadeur et coordinateur spécial du département d'État américain en Haïti. Kenneth Merten, c'est son nom, tient notamment à rappeler le soutien financier non négligeable apporté par les États-Unis dans la mise en place d'une police professionnelle en Haïti. L'armée haïtienne a été dissoute il y a 22 ans. C'est l'unité d'intervention de la police qui est chargée d'assurer la défense nationale. Depuis le 1er janvier, c'est dans le cadre de la loi de transition énergétique qu'est née l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité. La mission de l'établissement public est d'éviter autant que possible les atteintes à la nature en tenant compte des écosystèmes avant toute prise de décision.
La mesure concerne au plus haut point l'outre-mer qui représente 80% de la biodiversité française et plus encore la Guyane qui détient plus de la moitié des forêts françaises. C'est à ce titre qu'une pétition a été lancée sur Internet sur le site change.org par un groupe baptisé Guyane au pays pour que le siège de l'AFB soit établi sur le territoire français d'Amérique latine plutôt qu'à Vincennes en région parisienne. Lors de la discussion du projet de loi sur la biodiversité, le député guyanais Gabriel Serville avait fait la même demande. C'est oublié un peu vite que le centralisme français a la peau dure. On connaissait les boulettes de cocaïne transportées dans l'estomac des passeurs, mais il y a dorénavant aussi l'argent sale dissimulé dans cette partie du corps humain. C'est ainsi qu'un Américain de 49 ans a été arrêté à l'aéroport de Rio Negro en Colombie après être parti de l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride. L'homme transportait illégalement 48 900 $ dans un amplificateur sonore de guitare et 9 600 $ dans son estomac dissimulé dans des pochettes en latex. Il lui a fallu une intervention chirurgicale pour extraire les billets et soulager l'infortuné voyageur de violentes douleurs abdominales. Le gouvernement, mais aussi les médecins traitants incitent leurs patients à préférer les médicaments génériques aux médicaments de marque. Pour une même molécule, la différence de prix est conséquente et en période de restriction budgétaire et en période de déficit de la sécurité sociale, mieux vaut limiter les dépenses de remboursement. Tous au générique, pourrait scander Marisol Touraine, notre ministre de la Santé, car cela fait du bien aux finances de l'État. Malheureusement, si 93% des personnes et des Français qui sont passés au générique en sont satisfaits, beaucoup continuent à douter de leur efficacité et continuent de préférer leurs médicaments habituels, quitte à payer plus cher, quitte à être moins bien remboursés. C'est le cas d'une bonne partie des clients rencontrés par Muriel Barline dans cette pharmacie. Reportage. Ils ont la même substance active que les médicaments Princeps, c'est-à-dire les médicaments de marque, et ils sont censés être 30% moins chers. Le gouvernement a misé sur les médicaments génériques pour diminuer les dépenses de la sécurité sociale. Et pour cela, le pharmacien est un acteur clé. Depuis 1999, il a le droit de substitution, c'est-à-dire qu'il peut remplacer un médicament de référence par un générique. Sauf si le médecin a fait figurer la mention non substituable sur l'ordonnance. Mesure que beaucoup de Guadeloupéens n'acceptent toujours pas. Le générique inspire de la méfiance. Pour moi, ce n'est pas équivalent aux médicaments normaux. Pour moi, il n'y a qu'un endroit. Pourquoi c'est moins cher? Et ils disent que c'est efficace, quoi. C'est équivalent. Alors j'aimerais avoir une explication. Voilà, c'est tout. Donc vous refusez les médicaments génériques? Ah oui, catégorique. Moi j'ai été opérée de la thyroïde au moment de Tchernobyl et j'ai toujours pris du lévothyrox. On ne m'a jamais proposé un générique. De par là, j'ai un doute déjà. Je me dis comment se fait-il qu'il n'y ait pas un laboratoire qui ait pu substituer le lévothyrox à un médicament générique. C'est là, à partir de là, que mes doutes sont commencés à venir, quoi. Là, en fait, voilà. Je me suis posé beaucoup de questions, je m'en pose encore. Il est donc très courant de voir des clients refuser le générique à la pharmacie. Ils perdent alors leur droit au tiers payant. Il faut payer le médicament. Ils paient, on leur tarifie sur une feuille de soins. Et à ce moment-là, ils envoient la feuille à la Sécu et la Sécu leur rembourse au prix du générique. Malgré les réticences, le marché des génériques remboursables a progressé en France. En 2014, ces produits de substitution étaient acceptés dans 81% des cas. Comme dans d'autres régions de France, les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés que les personnes valides à accéder à un emploi, malgré l'obligation qui est faite à certaines entreprises de les embaucher. Mais il existe, tant mieux, des employeurs plus citoyens qui n'hésitent plus à intégrer dans leur personnel des personnes en situation de handicap. C'est le cas de cet atelier de fabrication de prothèses situé à Jarry. Reportage Muriel Barline. Freddy Polion a 35 ans. En septembre 2014, il est victime d'une agression par arme à feu qui lui coûte une jambe.
Il est amputé fémoral et doit porter une prothèse. C'est ce qui l'amène chez l'un des orthoprothésistes de la place, celui-là même qui deviendra son employeur. Freddy a été en premier lieu un de nos clients et le technicien qui s'occupait de lui avait constaté que sur sa propre prothèse, il avait fait des aménagements personnels qui montraient qu'il avait des aptitudes pour ce travail-là, l'envie de bien faire et l'amour de ces choses-là, si je peux dire. Et c'est ce technicien qui s'appelle Freddy qui m'a dit, voilà, nous avons un jeune parmi nos clients qui montre de réelles aptitudes pour ça. J'ai vu comment il a aménagé sa prothèse, j'ai vu comment il a fignolé, comment il a aménagé, arrangé. Je pense que ce jeune-là pourrait nous convenir puisque nous étions aussi en période de recrutement. L'entreprise emploie une dizaine de personnes. Rien ne l'oblige donc à recruter des salariés en situation de handicap. Pourtant aujourd'hui, elle en compte 2 dans son effectif, des candidats qui se sont démarqués par leur volonté de travailler et leurs aptitudes. Après 3 mois de formation délivrée par la structure, Freddy a ainsi pu intégrer l'un des ateliers en CDD. Il intervient dans la fabrication de prothèses. Je fabrique des emboîtures provisoires, définitives, en carbone ou en résine. Et je monte aussi les prothèses. Je les monte. Et après, il y a l'appareilleur qui passe, qui finit les apprends et les réglages. Cet emploi me permet d'être vraiment confronté à ce milieu. Je suis, comme je l'ai dit, je suis amputé. Et ça me permet aussi d'aider les autres, de discuter un peu avec les gens qui sont dans la même situation que moi, de les aider à surmonter les épreuves et à franchir certaines étapes. Freddy avait déjà suivi une formation de stratifieur pour fabriquer et réparer des bateaux en résine. La manipulation de matériaux composites ne lui était donc pas étrangère. Il restait à adapter le poste de travail à son profil. Nous avons choisi simplement un aménagement de son temps de travail. Et surtout, on a bien ciblé les tâches qu'il pourrait réaliser aisément, donc sans danger pour lui-même, et puis en toute sécurité. Nous avons choisi ces tâches pour lesquelles il peut apporter une espèce de rentabilité, une certaine rentabilité à l'entreprise. Parce que, après tout, ce n'est pas autre que cela. Fournir une force de travail à l'entreprise, à la communauté de l'entreprise. Et quelle que soit notre situation, que nous soyons en situation de handicap ou en situation de valide. Avant le drame, Freddy Polion s'apprêtait à devenir capitaine de bateau, l'un de ses nombreux rêves brisés. Il lui faudra du temps pour tourner la page sur cette partie de sa vie. Cet emploi l'aide aussi à faire son deuil. En entrant ici à Autocaraïbes, ça m'a permis de me changer les idées, venir travailler. C'était un objectif le matin, quoi. Se lever, aller travailler, ça aide à la reconstruction. Des fois, je me sens vraiment diminué, ça dépend des jours. Comme je l'ai dit, le fait d'être ici, ça change les idées et ça aide à passer ces étapes-là, ces jours-là. Les jours où je bois le noir, le fait d'avoir un travail, de travailler, ça aide. Ça aide. On termine avec un point sur le temps qu'il fera ce soir et demain. Ce sera ambiance la Plicitole ce soir. Dans certains foyers, des averses sont attendues sur l'ensemble des communes de l'archipel jusqu'au bout de la nuit. Demain mardi, dans la matinée, les averses sont encore possibles, mais le soleil devrait être largement présent dans l'après-midi. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert, l'indice Atmo annoncé pour demain par Guader et de 3. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain, 19 h, pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.